la bienvenue à ce webinaire. On est ravis de vous retrouver. Alors, au vu de l'actualité, il nous semblait essentiel d'organiser des webinaires sur les arnaques. Presque quotidiennement, la presse, les associations, les pouvoirs publics évoquent cette problématique des arnaques. Et donc, l'objectif pour nous aujourd'hui et lors des prochaines séances aussi, c'est de donner la parole à des experts qui vont vous outiller pour informer et aiguiller au mieux votre public qui serait victime d'arnaque. Alors, pour chaque arnaque présentée, ce qu'on vous proposait, c'était d'expliquer un peu le déroulement et quels sont les signes de détection, de voir ensuite un peu quelles sont les conséquences juridiques et financières, tant pour la victime que pour l'arnaqueur, et puis les recours possibles, bien qu'on sache que souvent la personne qui s'adresse à vous, mais l'arnaque est déjà, entre guillemets, terminée et que les recours peuvent être limités. Donc aujourd'hui, c'est la première session de cette série de 5 webinaires qui vont s'étaler jusqu'en décembre. Donc les infos sont affichées sur votre écran pour les prochaines sessions, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site. Juste quelques informations pratiques avant de vous laisser la parole. Monsieur Madgen, bon, le webinaire est enregistré, donc l'enregistrement sera placé sur notre site et vous recevrez très rapidement l'enregistrement et le PowerPoint de Monsieur Madgen dans votre boîte mail. L'organisation est la suivante. Donc, on aura 45 minutes environ d'exposé, puis 15-20 minutes de questions-réponses. Je vous remercie de poser vos questions directement dans la messagerie, dans le chat, en cours de présentation. Et Dorian Michel, qui est agent de prévention chez nous, sera le modérateur du jour. Bienvenue Dorian. Et il va compiler vos questions et il les soumettra à Monsieur Madgen à la fin de la session, si ça vous convient comme ça, Monsieur Madgen, bien sûr. C'est parfait. Si vous avez un problème avec la messagerie, ou un bouton de partage, on ne sait rien faire, mais pas avec la messagerie ou autre, n'hésitez pas à transmettre vos questions par mail à Sylvie Dehaene, si vous n'arrivez pas à poser vos questions dans la messagerie. Et donc, comme je le disais, pour respecter le timing, je vous propose de poser uniquement des questions écrites. Petite info complémentaire, suite à la série de webinaires, l'Observatoire éditera une petite brochure qui compilera un peu tous les outils qui existent sur ces arnaques, qui sont présents par exemple sur les sites internet de nos orateurs, et elle vous sera transmise également par email. Et enfin, si vous souhaitez une attestation de présence, n'hésitez pas à l'indiquer par retour de mail aussi à Sylvie qui vous transmettra cette attestation. Bon, Monsieur Madgen, il est temps de vous laisser la parole. Vous êtes juriste au CEC, mais je pense que vous êtes le mieux placé pour vous présenter. Donc, je vous laisse la parole jusqu'à environ 14h45. Merci encore à vous, en tout cas, et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Madame Jeanma. Merci beaucoup à tous d'être présents en nombre aujourd'hui. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui le premier webinaire de cette belle série qui sera consacré aux ventes frauduleuses et autres publicités trompeuses. J'ai même envie de rajouter sur Internet parce que l'essentiel des arnaques présentées ont lieu via Internet. Donc, je vais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, parler du Centre européen des consommateurs, pour lequel je travaille en ma qualité de juriste. Le Centre européen des consommateurs, c'est quoi? En fait, c'est un projet qui a été mis en place au début des années 2000 par la Commission européenne en vue de renforcer la confiance des consommateurs dans le marché interne et en gros en vue de les inciter à faire plus d'achats transfrontaliers. Et ce, comment? En créant, et là on peut passer à la slide suivante, en créant un réseau de centres européens des consommateurs, donc en créant une antenne dans chaque pays de l'Union européenne ainsi qu'au Royaume-Uni, en Norvège et en Islande, auprès desquels les consommateurs peuvent se tourner s'ils ont une question ou un problème. Alors moi ici je représente le Centre européen des consommateurs Belgique, sur la slide suivante. Et donc, le Centre européen des consommateurs, on est en Belgique, on est un peu le point de contact de référence des consommateurs qui résident en Belgique, quelle que soit leur nationalité, ça n'a aucune espèce d'importance, qui ont une question ou un litige du droit de la consommation, on ne s'occupe que des questions B2C, pas B2B ni C2C, et qui ont un caractère transfrontalier. Donc, l'achat ou le problème doit concerner un vendeur qui est basé dans un autre pays de l'Union européenne. Et comment on va aider ces consommateurs? De 3 manières. Tout d'abord, en prodiguant des informations
soit via notre site internet, soit via des brochures, soit en leur prodiguant des conseils juridiques, ça c'est via notre hotline qui est disponible du lundi au vendredi tous les matins en gros. Et là, le but c'est vraiment de donner les outils aux consommateurs pour qu'ils puissent résoudre par eux-mêmes leurs litiges. Et enfin, le troisième point, c'est la médiation, qui est vraiment un peu notre core business, vraiment la partie principale de notre job et qu'on va pouvoir détailler sur la slide suivante. Comment ça se passe? D'abord, on invite le consommateur à lui-même tenter de résoudre son litige par écrit, donc par email ou par courrier. S'il n'aboutit pas à un accord, il peut transférer son dossier au Centre européen des consommateurs Belgique via notre site internet où on a un formulaire de plainte. Là, les juristes vont investiguer le problème, voir si le dossier est fondé et s'il est complet. Si c'est le cas, on envoie le tout au Centre européen du pays où est situé le vendeur, qui va contacter ce dernier dans sa langue, ce qui est vraiment l'avantage de notre réseau. Et alors là, soit on arrive à un accord à l'amiable, tout va bien, soit malheureusement, on constate qu'il n'y a pas eu d'accord. Et dans ce cas-là, on va conseiller le consommateur sur les autres voies de recours à sa disposition, qu'elles soient extrajudiciaires, ou qu'elles soient via des tribunaux, sachant qu'il y a des procédures européennes simplifiées qui existent. Je ne vais pas entrer dans le détail, tout ça est disponible sur notre site, mais c'est toujours bon à garder en tête. Alors, ce que l'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas imposer nos décisions aux vendeurs. Vraiment, notre intervention se fait sur une base amiable. On n'a pas de pouvoir de contrainte. On ne peut pas non plus sanctionner un vendeur qui ne respecterait pas la législation. Ça, c'est plutôt un rôle qui est cantonné à l'inspection économique. Et on ne peut pas non plus représenter le consommateur au tribunal. Ça, c'est plutôt l'œuvre d'un avocat, mais on n'a pas cette faculté-là. On peut le conseiller sur les recours à sa disposition, mais on ne peut pas le représenter au tribunal. Alors, ça, c'est pour ce qui est du Centre européen des consommateurs. Maintenant, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Alors, on a décidé de vous présenter trois arnaques principales qui ont lieu sur Internet ou des ventes un peu, des pratiques trompeuses. La première, ce sera les pièges à abonnement. On évoquera ensuite les fausses annonces qui ont lieu via des plateformes de vente comme Amazon ou Airbnb. Et enfin, si on a le temps, j'essaierai d'être concis, mais on essaiera de parler aussi de la problématique des sites de rencontres, où là, on n'est pas trop sur des arnaques en tant que telles, on est vraiment sur des pratiques qui sont à la limite de la légalité, mais dans lesquelles les consommateurs ont tendance à parfois s'emberlificoter. Donc, je pense que c'est utile quand même de rappeler certaines règles. Alors, on va d'abord commencer sur les pièges à abonnement. Subscription traps, on peut rester sur la slide précédente. Je vais un peu vous expliquer un peu le modus operandi et voir un peu comment ça se passe et comment les reconnaître. Très souvent, on commence par une première étape qui est celle de l'appât. Le consommateur va être appâté par une annonce qui est trop belle pour être vraie, qui va soit apparaître sur Internet, soit via les réseaux sociaux, via un pop-up, où on va lui proposer soit de tester un échantillon gratuit d'un produit cosmétique miracle, par exemple, ou de tester un service de streaming gratuitement. Suite à ça, le consommateur va être, en cliquant sur le pop-up, va être redirigé sur le site du fraudeur, où il va être invité à finaliser sa commande en encodant ses données personnelles et en encodant surtout ses coordonnées de carte de crédit. Alors tout se fait sur un processus au cours duquel, à nouveau, on lui dit en grandes lettres que tout est gratuit, ou en tout cas tout se fait à moindre coût, alors qu'en réalité, ce n'est pas aussi limpide. Et là, deux scénarios différents selon qu'il s'agisse de produits ou de services. Quand il s'agit d'un produit, le consommateur va recevoir tout content son premier colis comme tout était prévu. Jusque-là, j'ai tout mis en vert parce qu'on ne se rend compte de rien. Par contre, 14 jours après la livraison du premier colis, et pourquoi 14 jours? Parce que c'est le délai de rétractation. Alors, une fois que le délai de rétractation est échu, eh bien, le consommateur a la mauvaise surprise de recevoir un second colis. Et cette fois-ci, le colis, il est payé, enfin, il est facturé avec un montant assez salé, qui est soit pompé directement sur la carte de crédit, soit, si le consommateur n'a pas donné ses coordonnées, alors il recevra une facture et éventuellement des rappels de paiement. Si le consommateur ne fait rien, eh bien, ce petit phénomène va se répéter chaque mois, le temps que le consommateur, in fine, résilie l'abonnement auquel il s'est lié sans s'en rendre compte. Le deuxième scénario qui apparaît juste en dessous, là, on est plus sur des services. J'ai pris par exemple le service de streaming. Alors là, c'est souvent sur des durées beaucoup plus courtes, donc vous allez pouvoir regarder votre film, mais
2 heures et demie après, ou parfois sur des durées plus longues, ça dépend, mais ça peut vraiment varier, mais parfois sur des durées très courtes, on considère que votre essai gratuit est terminé, et là, bam, à nouveau, même processus, on vous facture, et ça de manière récurrente. J'ai mis 30 jours, ça peut parfois être des périodes de 15 jours ou autres, mais c'est quand même souvent sur une base mensuelle. Donc ça, c'est un petit peu le modus operandi, que je détaille sur la slide suivante, mais sur laquelle je ne vais pas m'éterniser parce que ça rappelle un petit peu tout ce que j'ai dit, mais vous pourrez la lire à tête reposée sur base du PowerPoint. Alors, je vais donner quelques exemples pour chacune des étapes. Je vais d'abord m'intéresser à l'APA. Alors ici, on est sur une annonce qui a eu lieu sur Facebook. Alors, je n'ai plus le pop-up parce que ça, c'est impossible. Ces pop-up vont et viennent. Et en général, quand les consommateurs nous contactent, ils n'ont plus la trace de cette annonce. Mais on est déjà sur l'étape suivante. Donc, la personne a cliqué sur le pop-up, se trouve sur la page Facebook du fraudeur. Vous voyez ici qu'on vous vend des préservatifs gratuits. Alors, la gratuité apparaît absolument partout, tant dans le nom de la page que dans le logo, où on vous dit clairement recevez 10 packs today. On insiste vraiment sur ce côté de gratuité, aussi sur la description de la page. Donc tout vous laisse penser que c'est gratuit. Un autre exemple d'appât, à la slide suivante, c'est sur un cashback. Donc une personne vient de faire une réservation sur le site de Ryanair. Elle est en soi toujours sur le site de Ryanair, hein, c'est la page où vous avez le petit mot « Merci d'avoir réservé sur notre site ». Eh bien, en dessous apparaît un petit pop-up avec « Votre réservation est terminée ». Appuyez sur « Continuer » pour recevoir 10 € de remboursement en tant que client privilégié de Ryanair. Alors là, quand on ne fait pas trop attention, on constate qu'il y a deux choses. Non seulement il y a Ryanair, on pense que l'offre émane de Ryanair, et on vous parle aussi d'un remboursement de 10 €. Tout le monde a en tête que c'est un cashback unique de 10 €. On ne fait pas trop attention au-dessus au fait qu'il s'agisse d'une offre partenaire, et ça c'est un peu plus tard qu'on vous montrera, mais où est un petit peu le poteau rose. Alors un troisième exemple d'appel, celui-là il est un peu plus subtil parce qu'il a lieu au cours d'une réservation de vol. Là on est sur un site bien connu, GoVoyage pour ne pas le citer, où pendant la réservation, ou même au début du processus, au moment où vous allez choisir votre vol, on vous propose deux prix. Un prix qui est barré et un prix qui apparaît un peu par défaut, qui est évidemment moins élevé, et qui est, semble-t-il, associé d'une façon ou d'une autre à un prix prime. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit, on ne sait pas du tout à quoi est reliée cette prime. On vous parle d'un essai gratuit, mais essai de gratuit à quoi? C'est pas du tout clair. Il faut, et ça je vous le donne la réponse évidemment, cliquer sur le petit bouton plus d'infos sur les tarifs en bas à gauche pour éventuellement avoir plus d'informations. Mais le consommateur lambda, et j'ai envie de dire 99% des gens, dont je me mets volontiers dedans, n'ont pas ce réflexe quand on fait une réservation, on a tendance à directement cliquer sur sélectionner. Alors ça, c'est pour ce qui est de l'appât. On va passer maintenant à l'étape suivante, qui est la redirection sur la commande. Alors j'en ai déjà parlé, je ne vais pas non plus m'éterniser sur cette slide, mais grosso modo, en gros, c'est toujours plus loin dans le processus, où on vous vend toujours le produit ou le service comme étant gratuit ou à moindre coût. Mais ce n'est qu'en lisant les petits caractères, en lisant les conditions générales, qu'on se rend compte, si l'on est un petit peu consciencieux, qu'il s'agit en réalité d'un abonnement payant et qui est en plus reconductible. Alors là, on va zoomer un petit peu sur les 3 premiers exemples que je vous ai donnés pour montrer les problèmes. Alors ici, vous vous rappelez, on était sur la page Facebook de cette page préservatifgratuit.fr. Là, la personne a cliqué sur le lien internet hypertexte qui était donné et est redirigée carrément sur le site en question. Là, on n'est plus sur Facebook, mais sur le site internet du vendeur, où à nouveau, on voit un formulaire de commande de ces préservatifs gratuits, où tout est indiqué à nouveau en grandes lettres. Envoi de 10 préservatifs Durex gratuits. Oui, envoyez-moi 10 préservatifs gratuits. Recevez à nouveau plein de mentions écrites en gras, en lettres majuscules, de gratuité. Le gratuit est omniprésent. Alors, les seuls frais que je n'ai pas entourés, malheureusement, mais qui sont en dessous du inscrivez-vous, qui sont indiqués, c'est je ne paye que 1,95 € des frais de port. Donc ça, c'est les frais qu'on s'attend à payer et la raison pour laquelle on va encoder ces coordonnées de carte de crédit. Par contre, ce que beaucoup moins de consommateurs font, c'est de cliquer sur le lien hypertexte conditions générales que lui, qui a bien été entouré, lui. Et vous le verrez sur la slide suivante, qui lui montre un petit peu la réalité de cette offre. Et quand on clique sur ce lien, apparaît un pop-up
où est détaillée en effet la réalité de l'offre. Et cette réalité, j'ai souligné en jaune et vous pouvez regarder ça à tête reposée, mais elle parle d'une période d'essai de 14 jours qui, si vous ne vous y opposez pas, si vous ne faites rien, va déboucher à l'issue sur un abonnement payant. Et lui, facturer un montant quand même pas si élevé, hein, on est à 12,95 €, mais qui sera récurrent. Et du coup, si vous ne faites rien, ben, chaque mois, c'est 12,95 € qui vont être prélevés de votre carte de crédit. Et malheureusement, on a beaucoup de consommateurs qui n'ont pas le réflexe de regarder mensuellement leur relevé de carte de crédit, qui parfois nous reviennent un an après. Aïe, 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 j'ai au total 129,50 € qui ont été débités, parfois même plus quand ça dure depuis plus longtemps. Et là, évidemment, la réponse à leur désarroi se trouve dans ces petites lettres. Alors évidemment, on y conviendra plus tard, il s'agit de pratiques de vente tout à fait trompeuses, mais entre-temps, le mal, il est fait. Alors, on va repartir sur le deuxième exemple, qui est celui donc, du cashback. Là, à nouveau, on est sur le site. Alors, la capture d'écran est trop petite pour montrer l'URL, mais on est clairement sur le site du vendeur et plus sur le site de Ryanair. Pourtant, quand on regarde cette page, le logo de Ryanair apparaît partout. Et si on n'a pas une lecture très attentive, on pourrait penser qu'on est toujours sur le site de Ryanair. Par ailleurs, on vous met de nouveau en grandes lettres Receive 10 € cashback. To receive your 10 € cashback, là, juste au-dessus du formulaire de réclamation. Tout ça, ça vous laisse penser qu'il s'agit d'une offre unique, d'un cashback unique, simplement sur cette seule transaction que vous avez faite. Par contre, si on regarde sur la slide suivante plus en détail, alors là, malheureusement, mes cadres sont derrière la feuille. J'aurais dû mettre la capture d'écran en arrière-fond. Mais si vous regardez en haut à droite de la page, vous voyez que c'est une offre qui est fournie par LEV8, qui est en fait une société irlandaise qui n'a rien à voir avec Ryanair et qui est connue sous le nom de Vive les Réducs. Là, ça apparaît en bas à droite, en dessous de l'avion, qui est en fait une société qui vous vend un abonnement, vous devenez membre si vous voulez de Vive les Réducs, et qui vous propose chaque mois toute une série de réductions auprès de partenaires dont Ryanair fait partie. Sur la slide suivante, on verra aussi que dans le texte dont je vous voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dans ces petites lettres qui sont en plus rédigées en anglais alors qu'on parle d'une annonce en français, clairement, à nouveau, on parle d'un abonnement payant qui est reconductible. Alors, je n'ai pas les prix en détail, je pense que c'est 19,95 €, mais le principe est exactement le même que sur la première offre. Dans la troisième annonce, qui, elle est, comme je vous dis, un peu plus subtile, c'est qu'on continue sa réservation. On est dans les pages, on rajoute le nom des passagers, on rajoute le nom des bagages. Et quand on constate sur le cadre qui est à droite, qui récapitule un petit peu votre achat, là on voit que j'ai pris un adulte avec un bagage inclus, je n'ai pas pris de service additionnel. Et à nouveau, le détail du prix, on voit que c'est un prix de 362,18 € avec une réduction de 83,15 € qui donne 279,03 €. Mais à nouveau, à aucun moment, on dit pourquoi on bénéficie de cette réduction. On vous parle d'un prime, quelque chose, mais on ne sait pas du tout à quoi c'est relié. Sur la page suivante, on y voit un petit peu plus on comprend un peu mieux. Donc là, on se rapproche vraiment de la dernière étape avant de finaliser sa réservation. Là, on va être invité à cocher l'une des deux cases. Alors, soit on cache le prix non réduit, qui fait rajouter 83,15 € au prix total, donc le fameux prix de 300 € et 300 € et quelques qu'on voyait au début, soit 0 €. Alors évidemment, les gens, en général, ont le réflexe de cliquer sur 0 €, c'est naturel, on va vers le prix le plus intéressant. Et on ne tient pas trop compte de ce qui est écrit en dessous, où on parle de 30 jours d'essai gratuit. On entend qu'on peut essayer gratuitement un programme pendant 30 jours, et puis ensuite c'est 54,99 €. Alors, en effet, quelqu'un qui a une lecture un peu plus aboutie, un peu plus détaillée, pourrait comprendre à ce moment-là qu'il faut se méfier. Mais je maintiens, on parle ici de consommateurs qui, comme tout un chacun, qui ont tendance à être concentrés sur la réservation,
et qui ne pensent pas du tout à des services annexes dont on ne parle même pas du contenu. Ici, on sait juste que ça permet de bénéficier d'une promotion, mais on ne sait pas quels sont les bénéfices des autres, des autres bénéfices que permet le fait de souscrire cet abonnement Prime. Et donc, beaucoup de personnes ont tendance, et ça on le constate d'expérience, à tomber dans le panneau et à découvrir un mois plus tard que 54,99 € pardon, est prélevé chaque mois de leur réservation. Et souvent, ils ne font même plus du tout le lien avec la réservation initiale qu'ils ont faite sur le site de GoVoyage. Ils vont voir sur leur relevé de carte de crédit GoPrime sans se rendre compte de quoi il s'agit. Donc ça, c'était le troisième exemple. Et là, oui, la deuxième dia est reliée, hein, donc on peut passer à la suivante, mais vraiment, vous pourrez regarder à tête reposée qu'il y a ce tarif qui est choisi. Et ça va être la troisième problématique, c'est que cette option, elle est précochée. Ça, c'est un énorme problème. Logiquement, quand vous voulez souscrire à un abonnement ou un service additionnel lors d'une réservation, vous devez expressément en faire la demande. Il ne faut pas que cette demande vous soit acceptée par défaut et que pour la refuser, vous deviez décocher. Alors, on peut rester sur ces slides-là, hein, parce que je vais m'intéresser aux deux autres bases légales qui peuvent justifier une remise en cause de ces pratiques. Il y a tout d'abord toutes les législations, qu'elles soient européennes, mais bon, c'est des directives, donc elles ont été incluses en droit belge, relatives aux pratiques et aux omissions trompeuses, qui sont évidemment interdites. Et ici, que dit cette législation? Elle dit que toutes les pratiques, toutes les omissions qui portent sur la nature du contrat et qui ont tendance à inciter le consommateur à contracter ou à contracter à d'autres conditions que ce qu'il n'aurait fait s'il avait bien compris de quoi il s'agissait, eh bien, ces omissions sont interdites. Maintenant, c'est une législation qui est difficile à mettre en œuvre parce que non seulement il n'y a pas de sanction immédiate au non-respect de cette clarté, et en plus, en général, quand on contacte sur cette base-là les vendeurs, eux nous disent, ben non, c'est écrit de manière claire et nette, et ils ne vont jamais reconnaître spontanément que leur offre est exposée d'une manière trompeuse. Donc, base juridique existante, qui est évidemment très intéressante, mais en pratique, il n'y a que devant un tribunal que vous allez pouvoir obtenir gain de cause sur base d'une telle argumentation. Par contre, ce qui est parfois plus efficace, c'est de se fonder sur la directive consommateur qui a été implémentée en droit belge dans le code de droit économique, qui non seulement dit que le vendeur doit donner les informations précontractuelles de manière claire et compréhensible, mais là, à nouveau, on est sur une matière un peu interprétable, et quand on a des vendeurs un peu de mauvaise foi, difficile d'obtenir raison sur ce genre d'argumentation. Par contre, ce que cette législation dit également, c'est que le bouton qui valide votre commande, donc le dernier bouton sur lequel vous allez cliquer pour confirmer votre achat, doit comprendre une expression qui clairement indique que vous allez acheter quelque chose, que vous allez être lié par une obligation de paiement. Concrètement, des boutons qui vont être acceptés, c'est acheter maintenant ou commande avec obligation d'achat. Ça, ce sont des expressions qui sont valides. Par contre, inscrivez-vous maintenant ou confirmez, ce ne sont pas des expressions suffisamment explicites sur le fait que vous allez être lié par une obligation d'achat. Et donc, quand le bouton est formulé d'une manière qui n'est pas suffisamment explicite sur cette obligation d'achat, eh bien, la loi est claire. Là, elle donne une sanction immédiate. Elle dit la vente est nulle et aucune somme ne peut vous être réclamée. Dans ce cas-là, le vendeur, quand on utilise cet argument, alors quand il est de très mauvaise foi, il va continuer à refuser de vous rembourser, hein, mais s'il essaie quand même un minimum de jouer sur la limite, il va reconnaître son erreur et rembourser. En tout cas, c'est des arguments qu'on a déjà utilisés et sur lesquels on a déjà obtenu à l'amiable des remboursements. Donc ça, c'est pour l'aspect législatif. On ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Ici, le but, c'est vraiment donner les conseils pour éviter ces subscription traps. Alors, le premier conseil, il est bateau, mais il est quand même très souvent utile. Ne jamais croire ce qui est trop beau pour être vrai. C'est malheureux à dire, mais sur Internet, les anonymes ne vous veulent pas du bien. C'est très rare, en tout cas, qu'on vous veut du bien. Et donc, il faut vraiment vous méfier. Et ça vaut non seulement pour ne pas vous lancer dans le processus d'achat, mais ça aussi a des répercussions sur les modes de paiement que vous allez devoir utiliser. Ça, j'y viendrai par après. Alors, la deuxième question à vous poser, c'est qui est le vendeur? Alors ça, c'est une question qu'il faut vraiment avoir en tête à chaque achat sur Internet.
qui est l'interlocuteur en face de nous. On a vu dans les différents exemples, ce n'est pas Ryanair qui vous vend ce cashback, c'est une société qui s'appelle Vive les Réducs. Et ça implique de faire des petites recherches, parfois un peu pénibles quand on est pressé, mais ça implique de regarder les mentions légales, de regarder les conditions générales. On n'a pas obligé de lire toutes les conditions générales, mais parfois des petites recherches avec l'option CTRL F, hein, donc rechercher un mot dans le document peut être utile. Les mots-clés, c'est souvent rétractation, résiliation, le nom de société, vraiment se focaliser sur certains articles clés. Et parmi ces articles clés, l'identité de la société est clairement une information primordiale. Si elle n'apparaît pas, si elle n'est pas claire, si elle n'est pas complète, il faut passer son achat. Troisième chose, et là typiquement pour les subscription traps, ça vaut pour tout, hein, mais c'est vérifier l'email de confirmation. C'est pas parce qu'on a fait son achat que tout s'arrête. Non, il faut consulter sa boîte mail, lire l'email de confirmation, et là souvent on va pouvoir voir apparaître des règles beaucoup plus complètes. Et souvent dans les différentes arnaques que je vous ai données, va apparaître les règles et le détail des règles de l'abonnement en question. Et là, vous allez comprendre, ah mince, en fait, je me suis abonné à quelque chose. Mais dans ce cas-là, il ne sera pas trop tard parce que souvent, vous allez pouvoir le résilier en suivant une procédure bien spécifique, mais vous pourrez réagir à brève échéance pour éviter le fameux débit dont je vous parlais, qui aura lieu 14 ou 30 jours plus tard. Comment les éviter? On va passer à l'étape suivante parce que vous serez souvent plutôt confronté à des consommateurs qui sont déjà tombés dans le panneau. Plusieurs conseils. Alors là, c'est une arnaque qui a souvent l'avantage que soit vous n'avez pas donné vos coordonnées de carte de crédit et donc la seule chose que vous risquez, c'est de recevoir de désagréables rappels de paiement, parfois via des bureaux de recouvrement. En gros, dans ce cas-là, c'est pas trop grave. Vous êtes dans une position de force. C'est le fraudeur qui court derrière votre argent et il suffit de votre côté de contester. Je n'ai jamais, en 7 ans de carrière au Centre européen des consommateurs, vu un consommateur se faire assigner au tribunal par une société de ce type. Pourquoi? Parce que ces sociétés savent que si elles vont au tribunal, elles vont perdre 10 fois sur 10. Elles n'ont aucun intérêt à dévoiler au grand jour leurs pratiques. Par contre, si vous avez donné votre carte de carte de crédit, là, le rapport de force sera inversé. L'argent aura été ponctionné sur votre carte de crédit et c'est vous qui allez devoir courir derrière. Alors, premier réflexe, 1, bloquer la carte de crédit pour éviter les prélèvements ultérieurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours si évident de résilier le contrat. Parfois, les procédures sont tout à fait occultes et donc il vaut mieux couper et stopper l'hémorragie en amont. Deuxième démarche, c'est quand même, ne fût-ce que même pour la forme, contester le vendeur, l'abonnement auprès du vendeur par écrit, soit par email, soit via un formulaire en ligne qu'il aurait. Mais le but, c'est toujours s'arranger pour qu'on ait une trace écrite. Donc, si vous le faites par un formulaire, prenez une capture d'écran du message avant de l'envoyer, parce que si vous l'envoyez, si vous n'avez pas d'accusé de réception, c'est comme si vous n'avez rien envoyé. Il n'y a aucune preuve. Alors là, c'est un faux bon conseil, c'est renvoyer le colis. Alors ça implique déjà que vous l'ayez reçu, mais aussi qu'on vous ait donné des instructions de retour et que ce retour sera gratuit. Ça ne sert à rien de renvoyer un colis si vous n'avez pas d'adresse claire et nette, si le vendeur ne vous donne pas ces instructions et si surtout vous devez payer vous-même pour ce retour. Ça n'a aucun intérêt d'en plus encore engager des frais postaux. Quatrième démarche, celle-là, j'aurais pu la mettre en grandes lettres. Si vous avez payé par une carte de crédit classique, j'entends vraiment une carte de crédit où c'est débité le mois d'après, pas les cartes de crédit prépayées, macarte.be, si c'est une carte de crédit belge. La seule exception, c'est pour les cartes émises par Beobank. Là, il faut tout de suite contacter Beobank. Mais pour toutes les autres banques, il ne faut pas contacter la banque, il faut compter Worldline, qui est la société qui émet votre carte de crédit en Belgique. Et là, il y a vraiment un shortcut, un raccourci, c'est macarte.be, il y a un formulaire ad hoc à remplir. Et là, franchement, dans 9,9 cas sur 10, vous allez être remboursé pour autant que votre plainte ne soit pas trop ancienne. Macarte.be ne peut vous faire quelque chose pour vous que pour les 3 derniers mois. Donc, si vous revenez sur des transactions d'il y a un an, vous pourrez être remboursé des 3 dernières transactions, mais celle du mois de décembre 2017, ce sera beaucoup plus compliqué. Pour celle-là, pour ces fameuses transactions pour lesquelles il n'y a pas de solution par macarte.be, vous pouvez évidemment toujours vous tourner auprès du Centre européen des consommateurs, tout en connaissant les limites de notre intervention. Comme j'ai expliqué lors de la présentation, on peut vous aider, mais on ne peut pas faire de miracle. Si le vendeur n'entend pas collaborer, là, la case suivante, ce serait souvent la justice. Alors,
globalement, dans ce type de litige, on arrive quand même souvent à des bons résultats. L'essentiel du temps via le conseil macarte.be, mais parfois également via notre intervention. Ça, c'est pour les pièges à abonnement. Arnaque pénible qui intervient très souvent, mais pour lesquelles il existe des solutions relativement tangibles et qui permettent d'obtenir des solutions. L'autre arnaque, les fausses annonces, celle-là, elle est beaucoup plus pernicieuse et les solutions en général sont vraiment quasi inexistantes. Donc là, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, je vais me concentrer sur un exemple, Airbnb. Ça peut valoir pour d'autres plateformes, mais prenons un exemple concret. Vous êtes sur Airbnb, magnifique, vous avez un compte, vous avez vu la maison de vos rêves aux Bahamas, elle est disponible, génial, vous prenez contact avec le vendeur. Le vendeur vous dit oui, oui, pas de problème, la maison est disponible. Jusque-là, tout va bien. Et c'est de là que le problème se pose. C'est à la 4e étape, plutôt que de vous inviter à suivre la procédure sur Airbnb, à finaliser la procédure via les boutons ad hoc qui sont prévus sur la plateforme, il va vous inviter à sortir de la plateforme. Alors concrètement, comment il le fait? Il va vous dire, oui, je vais vous envoyer un email de confirmation où vous allez avoir toutes les coordonnées de paiement et autres pour finaliser tout ça. C'est là, évidemment, que le problème se pose, c'est que vous sortez de la plateforme, vous recevez un email qui est très souvent très bien fait, vous êtes sûr et certain que cet email émane d'Airbnb, tant au niveau du layout que parfois même de l'adresse email, où les petits malins arrivent à faire des adresses qui vous font penser que c'est Airbnb qui vous l'envoie, et avec un compte qui dame, hein, parfois le pays ne correspond même pas à l'endroit où est situé le logement, et vous faites ce virement bancaire. Le problème, c'est que vous arrivez après, je ne sais pas moi, 12 heures de vol aux Bahamas et cette maison n'existe pas. Et là, c'est la douche froide parce que vous contactez le vendeur, enfin le propriétaire qui a disparu, il ne vous répond plus. Et Airbnb vous dit, moi, je ne peux rien faire pour vous. Vous n'avez pas finalisé cet achat sur notre plateforme. On ne peut absolument pas ni vous rembourser, ni vous trouver une solution. Ciao, bonsoir, va-t-on dire. Et donc, c'est des problèmes qui sont souvent catastrophiques parce que déjà, vous l'apprenez parfois sur place. C'est pas toujours le cas, mais on a déjà eu des consommateurs qui sont à catastrophe. Je suis en Espagne et ma maison n'existe pas. Et en plus, les voies de recours sont très limitées. Alors, on va passer au détail suivant. On va entrer un peu dans le détail. Alors, sans entrer trop, j'ai assez vite passé sur cette plateforme. Vous pourrez à nouveau, sur cette dia, pardon, mais vous pourrez la lire à tête reposée. Souvent, évidemment, ce sont des logements de rêve où il y a assez peu de reviews. Donc, il y a quand même des petits points qui peuvent déjà vous donner la puce à l'oreille. Autre élément que vous pouvez constater, c'est que souvent, il n'y a pas la possibilité, le vendeur fait tout pour vous empêcher de faire cet achat directement sur la plateforme. Il n'y a pas de possibilité de faire l'achat ou la réservation de manière instantanée, mais tout se fait vraiment par message et on essaie vraiment de vous rediriger en dehors de la plateforme. Autre élément, c'est que parfois vous payez, c'est déjà arrivé que vous faites la réservation, vous payez, mais le vendeur, en connaissance de cause, annule la transaction. Et là, vous dit, voilà, non, non, il y a eu un problème technique, on va devoir finaliser tout ça par virement. Si ça vous arrive, on freine des cas de fer, tant pis, la transaction n'est pas passée, le monsieur a annulé, c'est qu'il a une mauvaise raison d'annuler. Ne jamais passer de la carte Visa à un virement. Ça, c'est vraiment le pire plan que vous puissiez faire. On va passer du coup à quelques exemples concrets. J'ai pris certains exemples d'emails reçus. Là, c'est à nouveau un email qui a été envoyé après une discussion via la plateforme d'Airbnb. Là, c'est un cas assez évident parce que l'adresse a complètement rien à voir. Une adresse bet@bnb.com. Il n'y a absolument aucune référence d'Airbnb. Et à nouveau, si vous lisez un peu plus en détail, on vous dit qu'il faut payer un deposit, une caution de 400 pounds évidemment par virement bancaire. Sur la slide suivante, là c'est sur un site qui s'appelle HomeAway, qui est un peu l'équivalent de Airbnb, c'est un concurrent on va dire, où là carrément dans l'annonce on vous dit veuillez ne pas réserver avant de me contacter par email avec une adresse. Toutes les réservations faites sans contact préalable seront annulées. Là, clairement, on freine des cas de fer. C'est une annonce, passez-moi l'expression, qui ne ressemble à rien. Ça ne suit absolument pas la procédure qui est prévue par HomeAway. Et donc, on abandonne. C'est une annonce qui n'est pas intéressante. Sur la plateforme, la diap suivante, là, je vous ai dit, parfois on a des emails qui sont extrêmement bien fichus. Le logo d'Airbnb apparaît. On voit airbnb.booking@europe.com. Alors, si on a un peu d'expérience avec les adresses email, ce n'est pas normal que le Airbnb soit devant le arrobase. Airbnb, c'est une société quand même qui a les reins solides, qui a quand même de quoi faire ses propres adresses email. Donc, en général,
S'il y a un Airbnb qui apparaît quelque part, c'est après le arrobase. Alors, si vous voulez, il y a quand même une page sur le site Airbnb qui vous donne toute une série de listes d'adresses email qu'eux utilisent. Et ils vous disent si l'email est envoyé d'une adresse qui n'est pas celle que vous voyez à l'écran, c'est de l'arnaque. À nouveau, si vous regardez sur la partie de droite, parce qu'en fait c'est un email qui est un peu long, que j'ai coupé en 2 captures d'écran, on voit à nouveau que c'est un virement bancaire qu'on vous demande de faire. Alors, avant d'entrer dans les conseils pratiques, c'est important de savoir ce qu'est une plateforme, parce que c'est pas toujours clair pour les consommateurs, et en effet, c'est une problématique qui n'est pas si évidente. Alors, il n'y a pas de définition légale. Pour le moment, il n'y a pas encore de cadre légal existant qui définit clairement ce qu'est une plateforme. Donc, il faut souvent se référer aux conditions générales d'utilisation. Il y a parfois des petites nuances, mais globalement, c'est quand même souvent les mêmes fonctionnements. Alors, les conditions générales vont vous expliquer ce fonctionnement et ils vont souvent vous dire que voilà, vous utilisez notre plateforme en vous créant un compte. Cette plateforme va vous permettre d'entrer en contact avec d'autres vendeurs ou d'autres propriétaires, qu'il s'agisse de vendeurs privés ou de vendeurs professionnels. Et vous allez conclure entre vous des contrats. Nous, on vous offre juste le support sur lequel vous allez pouvoir vous contacter et finaliser vos contrats. Et donc, ça veut dire que ces contrats-là, Airbnb et consorts, que ce soit un marketplace d'Amazon ou que ce soit Vinted par exemple, Vinted ou toutes les autres sociétés que je vous ai données, n'est pas partie au contrat de vente ou de location que vous signez. Ce contrat ne vous lie qu'aux propriétaires ou aux vendeurs concernés. C'est extrêmement important de garder ça en tête. À la slide suivante, je réexplique un petit peu ce fonctionnement. Donc, quand vous vous inscrivez sur Airbnb ou sur Vinted ou autre, vous concluez 2 contrats différents. Il y a d'abord le contrat d'utilisation que vous, en tant que consommateur, le petit bonhomme de gauche avec son sac, en vous inscrivant sur la plateforme du Airbnb, vous contractez un contrat d'utilisation avec Airbnb. En gros, vous concluez un contrat en vertu duquel vous utilisez la plateforme qui est mise à votre service. Même chose pour le vendeur qui est représenté à droite, même chose, lui doit respecter toute une série de règles par rapport à l'utilisation de la plateforme. Par contre, le contrat de vente ou de location, lui qui apparaît en vert, ne lie en aucun cas Airbnb, il lie uniquement le vendeur ou le propriétaire. Alors Airbnb va pouvoir intervenir dans cette relation en tant qu'externe à certains moments, mais au-delà de ces moments-là, sa responsabilité, elle est nulle. Si votre logement est sale, qu'il y a des cafards partout, ce n'est pas la faute d'Airbnb. Airbnb va pouvoir vous couvrir par une garantie spécifique externe qu'elle vous offre, mais il faut plus le voir comme une assurance que vous offrirez à n'importe quel assureur. Ça reste le propriétaire qui, in fine, est responsable de la non-conformité du logement. Ça a une implication sur le processus de réservation sur la slide suivante. Comme je vous l'ai dit, le processus idéal et normal sur une plateforme, c'est vous contactez le vendeur ou le propriétaire sur la plateforme, vous concluez ce contrat sur la plateforme, vous payez également sur la plateforme. Mais alors, pourquoi j'ai mis en trétillé? C'est que ce paiement, il n'aboutit pas directement au vendeur. Il est gelé par Airbnb. Il est d'abord fait entre les mains d'Airbnb, qui va garder ce montant en chaud et qui va ne le reverser au propriétaire ou au vendeur qu'une fois qu'elle aura la garantie que tout est en ordre. Alors, ce sera par exemple dans les 48 heures après votre entrée dans les lieux loués. Parce que là, après 48 heures, Airbnb estime que si vous n'avez pas fait de plainte, c'est que tout s'est bien passé. Autre chose, si par exemple on parle d'un achat, ce sera, vous avez un certain délai pour vous plaindre à compter de la date de livraison prévue. Donc s'il y a un retard de livraison, il faut avertir, que ce soit Vinted ou Amazon. En général, ils fonctionnent avec les mêmes logiques, c'est juste parfois les délais qui vont être différents. Mais pourquoi? Mais comme ça, la plateforme va pouvoir bloquer l'argent, se pencher sur le problème qui vous oppose au vendeur et éventuellement, si elle estime que vous avez raison, recréditer le montant et jouer un peu un rôle d'arbitre. Par contre, sur la slide suivante, la chose à ne pas faire, c'est si vous contactez le vendeur, parce qu'en général, le contact se fait toujours par la plateforme, mais si vous concluez l'achat et vous faites le paiement en dehors de la plateforme, s'il y a un problème, Airbnb ou Vinted va vous dire, mais non seulement on n'a rien à voir avec votre contrat, on est tiers, mais ça vaut même sur les contrats qui sont passés en bonne et due forme sur la plateforme. Mais en plus, ils vont vous dire, nous, on n'a aucun levier pour vous aider. Vous n'êtes pas passé par nous pour faire le paiement. Nous, on ne va pas sortir de l'argent de notre poche si, entre guillemets, vous n'avez
passez-moi l'expression, merder de votre côté et on ne va pas prendre notre responsabilité. Alors, est-ce normal? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Dans le cadre juridique actuel, les recours contre Vinted et Airbnb sont quasi inexistants et je vous mets au défi d'aller au tribunal pour obtenir gain de cause. Peut-être que vous me donnerez tort, peut-être que vous obtiendrez gain de cause sur une base juridique qui m'échappe, tant mieux pour vous. Mais voilà, ça donne déjà une idée du long parcours du combattant qui vous attend. Alors, sur la slide suivante, pardon, comment les éviter? Parce que là, vraiment, c'est important, la prévention est vraiment indispensable. Toujours vérifier le fonctionnement de la plateforme, comme je vous ai dit, quel service vous offre la plateforme. Et ça implique vraiment au moment de l'inscription de lire un peu soit le FAQ, soit les conditions générales. Ça demande un peu de temps, mais c'est important. Vérifiez aussi quand vous êtes sur une annonce qui est le propriétaire, qui est le vendeur, et notamment non seulement au niveau des coordonnées officielles, mais aussi au niveau des reviews. Si vous voyez qu'il y a 4 reviews et que c'est chaque fois un copier-coller de oui, c'était très bien, sans plus, il faut avoir un esprit critique. Il faut vraiment se dire, oui, si par exemple vous avez des annonces beaucoup plus précises, oui, j'ai passé un merveilleux séjour, l'eau, j'avais pas d'eau chaude, mais on m'a aidé. Voilà, c'est vraiment des réponses circonstanciées, c'est très utile pour vous faire un avis. Ça jamais, mais ça j'aurais pu le mettre en lettres majuscules, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais sortir de la plateforme. Même chose pour le conseil numéro 4, ne jamais payer par carte autre chose que la carte de crédit et surtout en dehors de la plateforme. Et le dernier conseil, qui est plus pour le principe, c'est toujours prévenir la plateforme s'il y a une annonce douteuse, ne fût-ce que pour permettre à la plateforme d'effectuer ce qu'elle peut de contrôle et surtout prévenir d'éventuelles arnaques pour d'autres consommateurs. Alors, comment réagir en cas de problème? Là, je vous mets un petit peu des conseils, mais de manière bouteille à la mer, parce que en général, le piège, quand il est refermé, vous êtes dans une situation très difficile. À nouveau, contactez immédiatement la plateforme. On ne sait jamais qu'elle puisse d'une façon ou d'une autre vous aider, même par un geste commercial. Par exemple, vous octroyer un bon d'achat ou autre. Ça peut arriver. Si vous avez payé par carte de crédit, mais ça, c'est rarement le cas, évidemment, ma carte.be. Mais bon, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'en général, le paiement aura été fait par virement. Déposez plainte à la police et éventuellement, si vous faites face pardon, à un vendeur professionnel, signaler l'arnaque au point de contact du SPF Économie. Je n'ai plus l'adresse, l'URL exacte, mais je vous le donnerai, enfin, on pourra vous le donner de manière séparée par après. Alors malheureusement, je vois qu'il est déjà 43. J'ai prévu une présentation un peu longue, donc je vais peut-être pas m'attarder sur les sites de rencontres. Vous avez un peu de temps parce qu'on voit les questions qui arrivent D'accord. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans le Ça va. chat. Mais sur les sites de rencontres, on a vraiment 3 problématiques. Les pièges à abonnement, dont j'ai déjà parlé, donc on ne va pas entrer dans ce détail-là. Le droit de rétractation et la résiliation de certains abonnements. Donc ça pose la question de la reconduction. Alors la rétractation, c'est quoi? C'est des personnes qui se sont abonnées à un site de rencontre, ou ça peut être n'importe quel site, mais je vais vraiment me calquer sur ce type d'exemple. Vous avez souscrit un abonnement pour 3 mois, par exemple, génial, mais après 2 jours, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des faux profils, ça ne vous plaît pas, c'est pas là que vous avez rencontré l'âme sœur. Vous voulez du coup utiliser votre droit de rétractation, comme la loi vous le permet, mais le vendeur vous dit oui, oui, moi je veux bien annuler tout ça, mais vous avez déjà contacté 3 profils, et donc je vous rembourse qu'à hauteur de 25% et je conserve 75% en main. Alors, est-ce une pratique acceptable ou pas? Mais ça, on va devoir s'intéresser à la slide suivante, à ce que prévoit la loi en la matière. La loi, elle dit que vous avez bel et bien un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, donc de votre inscription. Par contre, elle dit que si vous avez commencé à utiliser le service, le vendeur peut déduire du montant à vous rembourser la valeur de ce que vous avez utilisé. Alors, c'est là que c'est un peu subtil, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les sites de rencontres avaient tendance à vous rembourser un montant ridicule en disant pour chaque contact que vous avez pris, on met un montant forfaitaire qui est totalement démesuré. Et au final, quand vous rétractiez, les montants étaient risibles. Là, heureusement, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée et a dit non. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire un calcul au prorata du nombre de jours pendant lequel vous avez utilisé le service. Et si vous avez utilisé le service que pendant 2 des 14 jours de la rétractation, eh bien, on doit vous rembourser 12/14e du montant payé. C'est un peu technique, mais voilà, ça doit vraiment être au prorata. Autre chose également très utile à savoir, c'est que logiquement,
le vendeur ne peut pas vous donner directement accès au service. Il doit logiquement attendre 14 jours pour que vous puissiez réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie de m'inscrire sur ce site de rencontre? Et puis seulement après l'expiration de ce délai, si vous ne vous y êtes pas opposé, enfin vous donnez accès. Alors évidemment, personne ne fait comme ça. En général, vous voulez tout de suite avoir accès au service. Mais dans ce cas-là, pour que tout se fasse dans les règles de l'art, vous devez cocher pendant le processus d'inscription sur une case ad hoc où vous dites « je veux directement profiter du service » et je demande expressément d'avoir immédiatement accès au service, même si on est encore dans le délai de rétractation. Et deuxièmement, vous devez aussi cocher une autre case où vous dites « je reconnais qu'en faisant cela, eh bien, je perds éventuellement le droit à être remboursé intégralement si j'ai utilisé le service dans une certaine mesure. » Donc voilà, ça c'est quand même important. Si cette modalité-là n'a pas été respectée, la loi est très claire. Même si vous avez utilisé grandement le service en contactant toute la Belgique via la plateforme, vous aurez de toute façon droit à un remboursement intégral, même si vous avez utilisé le service pendant toute la durée du délai de rétractation. Tant pis pour le vendeur. Voilà, donc si vous avez des frais abusifs de rétractation, évidemment, toujours contester en ligne auprès du vendeur, toujours macarte.be si ça a été fait par carte de crédit, et le Centre européen des consommateurs se tient à votre disposition en cas de problème ou si les paiements n'ont pas été faits via macarte.be ou si l'émetteur de la carte refuse de vous rembourser. La deuxième problématique, je ne vais peut-être pas trop entrer dedans, mais juste avoir gardé en tête la question de la reconduction automatique. On a beaucoup trop de consommateurs qui nous disent « je ne comprends pas, moi je me suis abonné à un abonnement de 3 mois, on est 3 mois plus tard et on a prélevé de nouveau ma carte de crédit d'un nouveau montant, parfois même plus élevé parce que l'offre initiale était une offre promotionnelle et ils viennent paniquer chez nous en disant « voilà, je ne comprends pas, moi je pensais que mon abonnement était fini et non, visiblement, il est reconduit. » Alors là, on n'est pas sur une pratique en soi trompeuse. La loi autorise les reconductions automatiques d'abonnement, mais la loi belge, je pense que c'est sur la slide suivante, pour autant que le site vise le marché belge, dit qu'il faut que la clause de reconduction automatique du contrat apparaisse en caractère gras dans un cadre distinct du reste des conditions générales. Pourquoi? En gros, on doit attirer votre œil sur le fonctionnement de cette reconduction automatique et que vous soyez vraiment informé que votre abonnement, il ne se limite pas aux 3 mois initiaux, mais que ça peut partir tous les 3 mois sur un nouvel abonnement de 3 mois, ainsi de suite. Alors, j'ai mis quelques lignes du temps, mais on n'a pas trop le temps de s'y pencher. Mais si vous voulez la regarder, vous avez des questions, même après coup, vous pouvez évidemment nous revenir et m'envoyer un email, il n'y a aucun souci. Je vais plutôt juste vous dire comment faire, les bons conseils quand ça vaut pour n'importe quel abonnement d'ailleurs. Il faut partir du principe que n'importe quel abonnement, c'est un abonnement reconductible s'il est à durée déterminée. C'est vraiment un truc pour tout, que ce soit un journal, un abonnement à un journal en ligne. J'ai déjà eu des problèmes avec le soir, par exemple, des consommateurs finlandais qui avaient un problème avec le soir, qui n'avaient pas compris que c'était un abonnement reconductible. Et donc, ça pose certaines questions. On est vraiment à la lisière parce que c'est pas vraiment une fraude, mais voilà, c'est vraiment des règles à garder en tête. C'est que déjà, il faut toujours, c'est pénible, mais lire les conditions générales à nouveau avec des recherches par mots-clés. Vous pouvez faire mots-clés, reconduction, mot automatique, par exemple. Vous trouverez directement la clause qui vous intéresse. Deuxième chose, c'est qu'en fait, une reconduction, vous n'êtes même pas obligé d'attendre la date butoir. Vous pouvez le faire dès le lendemain de votre inscription. Moi, ce que j'ai déjà fait, par exemple, c'est que je voulais lire les trucs classiques. Vous voulez lire un article à 1 euro sur un journal. Vous l'ouvrez, vous devez vous abonner pour ce faire. Mais vous savez que vous avez cette offre d'1 euro pendant 3-4 jours et qu'après, ça va être reconduit en abonnement payant. C'est parfois même un piège à abonnement si vous n'êtes pas clairement informé de tout ça. Mais alors, le mieux à faire, c'est en ayant ça en tête, c'est se dire, ben moi, dès le jour de mon inscription, tout de suite après, j'envoie déjà un email au vendeur en disant, voilà, moi je suis très content de mon achat, mais je demande déjà qu'il ne soit pas reconduit à échéance. Et ça, vous pouvez le demander directement. Vous allez recevoir en retour un email qui vous dit, voilà, votre abonnement, il est actif jusqu'à la date butoir, jusqu'aux 3 mois, par exemple, si c'est un abonnement de 3 mois. Et après, il sera fini. Et vous aurez là au moins une confirmation par écrit, j'insiste,
Ça, c'est un autre conseil. Gardez une preuve écrite de cette confirmation de résiliation du contrat. Comme ça, s'il y a un problème, vous pourrez dire, là-bas, vous m'avez confirmé par écrit que cet abonnement, il ne devait pas être reconduit. Si vous n'avez pas ce réflexe numéro 2, le réflexe numéro 3, c'est au moins avoir un bon agenda et indiquer la date limite, non pas de reconduction, non pas la date d'échéance de l'abonnement, mais la date limite jusqu'à laquelle vous pouvez informer le vendeur de votre souhait de résilier. Souvent, vous avez des abonnements, on vous dit, vous devez nous avertir plus de 2 semaines avant la date d'échéance de votre souhait de ne pas voir l'abonnement prolongé. Et donc, cette date, elle sera différente de la date d'échéance. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, cette date ne concorde pas. Et donc, il faut la noter noir sur blanc dans votre agenda. Et comme je vous dis, il vaut mieux pas attendre la dernière minute, au plus tôt le mieux. Donc, j'insiste, plutôt le conseil numéro 2 que le conseil numéro 3. Enfin, conservez une preuve écrite de la résiliation. Si vous devez le faire par téléphone, il faut demander pendant la conversation une confirmation écrite. Tant qu'il n'y a pas de confirmation écrite, il faut harceler le vendeur en disant « Moi, je veux une preuve noir sur blanc que mon abonnement, il est résilié. » Autre conseil, c'est le conseil classique, hein, chaque mois, vérifier le relevé de carte de crédit pour pas avoir un an plus tard, mais se rendre compte que ce n'est pas 12 €, mais 120 €, ou si pas plus, mon calcul est même erroné, qu'on a prélevé sur votre carte de crédit, parce que là, la facture, elle peut être très salée. Alors, je vais récapituler brièvement tous les conseils qu'on vous a donnés. Donc ça, c'est comment réagir. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous pourrez lire ça à tête reposée, mais vraiment les bons réflexes. Donc, vous pouvez revenir sur les bons réflexes. Ça, c'est tous des conseils qu'on a résumés et qui veulent pour n'importe quel achat en ligne, pas uniquement les arnaques sur lesquelles je me suis penché, et qui ont été résumés sur un site qu'on a mis en place qui s'appelle Web Shop Check, un peu plus facile à écrire même qu'à prononcer, mais où vous trouverez vraiment un logiciel, enfin en tout cas une sorte d'outil qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions et que vous pouvez appliquer au site qui est devant vos yeux et de vous dire, voilà, est-ce que je continue mon achat ou pas? Le premier, c'est vraiment vérifier l'identité du vendeur. Par identité, j'entends l'adresse postale, l'adresse du siège social, j'entends le numéro d'entreprise et accessoirement, est-ce qu'il y a une adresse email, est-ce que je peux contacter ce vendeur de manière facile? Mais s'il n'y a pas ces informations-là, on freine des cas de fer, c'est que le vendeur soit ne connaît pas très bien sa législation et qui n'est malheureusement, désolé des termes, mais qui n'est pas très compétent, soit qu'il a des mauvaises intentions derrière le dos. Deuxième, c'est pas parce qu'un site est bien sous tout rapport entre guillemets qu'il est enregistré que c'est un site fiable et compétent. Il faut toujours aussi vérifier la réputation, non seulement en vérifiant ce qui est indiqué sur le site en question, mais aussi en faisant une recherche sur des forums, en tapant par exemple, je sais pas moi, vous voyez un site, pierrepauljacques.be, tapez par exemple sur Google Pierre Paul Jacques arnaque. Parfois, vous serez surpris de voir qu'il y a 12 occurrences avec plein de sites d'arnaque qui vous disent « Ok, moi j'ai été arnaqué de telle ou telle manière » et parfois les résultats sont assez affligeants. Et d'ailleurs, souvent, les consommateurs qui vont vous contacter vont vous dire « Ah, c'est après l'achat que j'ai tapé sur Internet et je me suis rendu compte que c'était une catastrophe. » Mais voilà, idéalement, mieux vaut le faire avant. Lire les conditions générales avec les mots-clés, j'entre plus trop dans ce détail parce que je vous ai un peu rabâché les oreilles avec celui-là. Contrôler le contenu de la commande avant de la valider. Et enfin, toujours privilégier, et ça j'insiste aussi en caractère gras, les virements bancaires ou les cartes de débit, pas sur Internet ou en tout cas pas sur des sociétés que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Toujours privilégier les cartes de crédit classiques ou alors des systèmes comme PayPal où il y a un tiers qui peut intervenir et qui peut éventuellement vous rembourser en cas de litige. Voilà, moi sur le lien, page suivante, vous verrez le lien du Web Shop Check. Pour le surplus, voilà, moi j'ai terminé, on peut passer aux questions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci à vous. Voilà. Je pense que ça a été clair parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à reposer des questions ici, vu que Monsieur Madgen a fini sa présentation. Alors, la première question qui est posée, c'est par rapport aux infos précontractuelles, comment prouve-t-on que rien n'a été signalé? Je pense que la personne a voulu mettre signé. Au niveau des frais abonnement, faut-il prendre une photo ou un print screen? Oui, alors là, c'est vraiment la meilleure arme. Alors moi, je suis quasi devenu un
drogué de la capture d'écran, même sur des réservations basiques, hein, par exemple de vol, hein, on a déjà eu des personnes qui disent j'ai eu un bug pendant la page de paiement et on m'a débité, j'ai refait la réservation et on m'a redébité, j'ai 2 réservations et les 2 montants m'ont été débités. Le problème, c'est que si les 2 réservations sont passées, il n'y a pas de droit de rétractation sur les réservations de vol et c'est parfois extrêmement galère. Donc, ça peut paraître alarmiste, mais des captures d'écran ou même parfois une petite vidéo, ça peut être utile pour prouver vos dires en cas de problème. Et là, vous pouvez clairement prouver vos dires et ça vaut non seulement pour les arnaques telles qu'on les a vues aussi, mais aussi pour des achats même plus classiques comme des achats de billets d'avion où malheureusement ça part un peu en cacahuète au niveau du paiement. Donc les captures d'écran, c'est toujours utile et c'est une très bonne arme, certainement. Ok. Et la deuxième question, concernant les achats et arnaques extraterritoriaux, la procédure européenne d'injonction de payer peut-elle avoir du sens? Alors, il faut distinguer en effet 2 procédures simplifiées. Il y a la procédure d'injonction de payer qui est pratique parce que c'est une procédure qui va vraiment très vite. En gros, c'est une requête unilatérale où vous demandez au juge de vite faire regarder votre dossier et s'il estime que dans les grandes lignes, vous avez raison, il ne demande même pas une contre-réponse au défendeur. Il rend un jugement qui va ou non dans votre sens et si le défendeur veut réagir, il peut le faire et alors là, on passe sur une procédure classique. Mais donc, pour que cette procédure soit acceptée par le juge, il faut que la créance soit incontestée, ce qui implique que le vendeur ne se soit pas manifesté en disant non, non, moi j'estime que vous devez me payer. Donc voilà, c'est pas toujours évident à voir à partir de quel moment on est dans ce détail-là, mais si le vendeur, par exemple, ne répond pas à votre demande et qu'il n'y a pas de réaction, par exemple, là, on peut considérer que c'est une créance incontestée. Mais je dirais que souvent, dans ces cas-là, le vendeur a tendance à réagir. Mais ce n'est pas un vendeur qui fait le mort, c'est un vendeur qui va réagir, mais qui va vous dire, en tout cas dans les subscription traps, il va vous dire, moi, ma procédure, elle est tout à fait valable. J'estime que vous avez été clairement informé de l'abonnement. Et donc, la procédure d'injonction de payer sera plus difficile à mettre en œuvre. Là, on conseille plutôt la procédure européenne des petits litiges, qui est une procédure, elle, contradictoire mais qui a certains avantages et sur laquelle on donne des informations plus détaillées sur notre site internet. Ok. Ben, un tout grand merci en tout cas. Alors, nous avons Madame Laurence Ilson qui interviendra lors de notre prochain webinaire, qui a mis le lien vers le point de contact lors de notre prochain webinaire, voilà, qui mettrait le point de contact vers le SPF Économie. Et je pense que travail d'équipe, parfait. Écoutez, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Merci Monsieur Madgen et merci, vous l'avez indiqué en cours de présentation, si jamais vous avez des questions par la suite, il peut être de manière raisonnable à votre disposition également. Je vais vous remettre les informations concernant les prochains webinaires. Je reviens sur PowerPoint. Voilà, donc le prochain, c'est le 28 octobre de 9 à 10 avec le SPF Économie qui traitera, l'exposé traitera des arnaques liées aux faux bureaux de recouvrement, aux bureaux de recouvrement frauduleux. Donc, merci Monsieur Madgen pour la qualité et la clarté vraiment de vos explications. Merci Dorian pour la modération et toutes nos excuses pour le petit souci technique, pour le partage du PowerPoint. Donc voilà, c'est avec plaisir donc qu'on vous retrouvera le 28 et d'ici là, mais n'hésitez pas à nous contacter également. On vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour tout et merci pour le support. Bon après-midi à tous.